Notre invité, Fabien Jobard, je le salue, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de la police. Vous avez publié en 2015 avec Jacques de Maillard une sociologie de la police chez Armand Collin. Et l'an dernier, un livre qui s'appelle Politique du désordre, la police des manifestations en France, pour lequel on vous a d'ailleurs reçu récemment. Fabien Jobard, en un mot, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé dans cette manifestation ? Ce qui m'a frappé, bien sûr, c'est le défilé de l'ensemble des forces politiques, à l'exception d'une seule, la France Insoumise, parce que ces manifestations de policiers, elles sont finalement, je ne dirais pas qu'elles sont fréquentes, mais on en a eu tout de même quelques-unes dans l'histoire récente. Quelques extraits. Et notamment beaucoup de manifestations très locales, en fait. Si vous lisez la presse régionale, vous verrez que telle organisation syndicale policière appelle à protester contre telle décision judiciaire devant le tribunal local, ou bien protester de manière tout à fait catégorielle devant la préfecture pour demander un aménagement des horaires de travail, etc. Donc c'est relativement fréquent. Et d'ailleurs, le matériel vidéo, par exemple, qui a été employé aujourd'hui face à l'Assemblée nationale, était à peu près le même que celui employé le 18 mai 2016 sur la place de la République lors d'une manifestation contre la haine anti-flic. Donc, ce qui est vraiment singulier, c'est le défilé des politiques qui, évidemment, donnant à voir leur présence à cette manifestation comme une présence à une manifestation œcuménique de recueillement à la mémoire des morts policiers et policières de ces dernières semaines, se laisse évidemment embringuer dans une manifestation qui porte sur des revendications catégorielles, mais aussi sur des revendications proprement politiques ou législatives, comme la refonte de l'arsenal pénal en France. Voilà, c'est pas la première fois qu'il y a des manifs de policiers, vous l'avez dit aussi au début, les revendications sont souvent les mêmes, conditions de travail, reconnaissance, critique du laxisme de la justice. Alors, est-ce qu'on est dans une continuité ou est-ce que cette fois, il y a quelque chose de radicalement différent, en dehors de la présence de tout ce spectre politique dont vous avez parlé ? L'avenir le dira, mais je crains qu'on soit dans une vraie continuité par rapport aux manifestations antérieures, parce que un des enjeux des manifestations policières à Paris aujourd'hui, c'est de montrer que les organisations professionnelles, les syndicats, tiennent leurs troupes et garde le contrôle sur les revendications policières. Parce que parmi les manifestations que vous avez montrées, celle notamment consécutive à l'agression de Viry-Châtillon il y a 5 ans, ce n'étaient pas les organisations syndicales qui avaient mené le bal, mais les policiers en colère, dont on ignorait véritablement qui ils étaient, quelle force ils représentaient, quelles revendications ils étaient susceptibles de porter. Et donc il y a un enjeu interne au champ de la mobilisation policière qui est de tenir les troupes. Et ce, dans un contexte dans lequel il est possible que les syndicats aient beaucoup moins de pouvoir à l'avenir par application de la loi du SOPT qui les prive d'un certain nombre de pouvoirs comme celui de décider des avancements et des mutations. Et donc on est dans un contexte en fait de crise latente du champ syndical qui par ailleurs est extrêmement compétitif. C'était pas le cas en 1958. 14 organisations qui appelaient aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, mais surtout en fait il y a une parité, il y a un affrontement entre 2 organisations majeures à chaque échelon, à chaque corps. Dans les années 80, les policiers que vous voyez manifester en 1983 sont des policiers minoritaires et qui seront d'ailleurs mis au banc de la grande fédération autonome des syndicats de police, dirigée par Bernard Delplace, et qui était une force qui, parce qu'elle était puissante, parce qu'elle ne se souciait pas elle n'était pas mise en concurrence, était une force de proposition et de co-construction avec le gouvernement de politique de sécurité. Par exemple, le code de déontologie adopté en mars 1986 a été rédigé, en gros, à la FASP, à la Fédération autonome des syndicats de police. Imaginez aujourd'hui quel syndicat proposerait de rédiger un code de déontologie à l'attention des fonctionnaires de police. Alors Fabien Jobard, ce laxisme de la justice, c'est la grande critique des policiers, et pourtant les chiffres nous disent que c'est un peu plus compliqué. Sur Mediapart, vous pouvez lire cet article de Camille Polony et Pascal Pasquariello qui rappelle que d'après le ministère de la Justice, le taux de réponse pénale à l'encontre de ceux qui agressent des policiers ou des gendarmes est de 95%. Alors pourquoi ce hiatus ?
C'est compliqué. D'ailleurs, vous voyez, je marque le même temps d'arrêt que le policier que vous avez interrogé, qui ne sait pas vraiment comment il peut nourrir l'argument de laxisme. Parce que j'ai eu beau leur opposer ces chiffres, ils ont quand même cette certitude qu'il n'y a pas la bonne réponse pénale et qu'elle n'est pas suffisante. Le taux de réponse pénale, en fait, c'est une espèce de label qui a été avancé par Nicolas Sarkozy à l'époque, parce qu'on ne classe plus sans suite aujourd'hui. On donne une réponse pénale. Mais cette réponse pénale peut être un rappel à la loi. Et les policiers détestent les rappels à la loi. Alors, évidemment, les rappels à la loi, lorsque l'auteur de l'infraction est auteur d'une infraction contre des policiers, mais de manière générale. Parce que ce qui se passe, c'est un rappel à la loi, le procureur appelle l'OPJ, et l'OPJ dit aux mises en cause, eh bien, le procureur te rappelle à la loi. Pour les policiers, c'est un simulacre de justice. Pas pour l'auteur, parce qu'en réalité, lorsqu'il a déjà un rappel à la loi inscrit dans son parcours, il sait, et les auteurs le savent, que les peines suivantes seront plus dures. En fait, il y a une gradation de la réponse judiciaire qui ne fait pas forcément sens pour un policier qui aura, par exemple, passé une après-midi ou 2 jours à travailler sur un cas. Mais il ne faut pas se tromper. Les infractions de violence en France, et évidemment, les infractions de violence sur les policiers sont des infractions qui sont poursuivies, sont les infractions les plus poursuivies et pour lesquelles il y a le plus de condamnation. Je ne parle pas de mesures, mais de condamnation, des peines d'emprisonnement fermes ou avec sursis. Est-ce que les peines supplémentaires, donc que demandent ces policiers, qui est une demande par exemple de Xavier Bertrand, candidat LR à la présidentielle, qui est une demande qu'il porte beaucoup. Le gouvernement d'ailleurs envisage une période de sûreté portée à 30 ans pour les personnes condamnées à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme, pour essayer de répondre à cette demande. Est-ce que, voilà, soit les peines supplémentaires, soit cette mesure qui va être prise pour le gouvernement, ça va changer des choses? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Non, alors attendez. Des personnes qui sont condamnées à perpétuité pour une agression de policier, c'est une agression homicidaire, volontaire, sans doute avec préméditation ou bien en réunion. Si vous voulez, c'est quelques unités par an. Okay. Je ne veux pas dire par là que les événements auxquels on a assisté sont des événements négligeables. Mais on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Brésil. En réalité, la violence mortelle sur les policiers, elle se compte dans un ordre de grandeur qui est de l'ordre encore de l'unité. Une dizaine, peut-être une douzaine par an. J'indique que dans les années 70, c'était 4 fois plus de morts en service par rapport au nombre de policiers. 4 fois plus, parce qu'à l'époque, la délinquance, c'était une délinquance qui s'exerçait à l'arme à feu, puisque la délinquance, la forme essentielle de la délinquance, c'était le braquage. Donc on tirait, et les policiers, effectivement, étaient 4 fois plus nombreux, en proportion de leur nombre dans la police, à mourir sous les balles des délinquants. Alors, selon le ministère de l'Intérieur, 18 policiers et gendarmes sont décédés en service en 2020, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis il y a aussi autre chose qui semble exprimer, c'est le mal-être des policiers. On a des chiffres, 30 à 60 policiers qui ont mis fin à leur jour avec leur arme de service en 2020, souvent la moitié c'est avec leur arme de service, et puis d'autres indices du malaise qui semblent être du côté des conditions de travail. Donc là-dedans, c'était pas le cœur des revendications du jour, mais est-ce que c'est pas ça aussi qui est exprimé? Bien sûr, bien sûr. Les conditions de travail, la reconnaissance par la hiérarchie, et en réalité, lorsque vous rentrez dans les services de police, vous mettez pas longtemps à comprendre que ce sont des services extrêmement cloisonnés, avec des hiérarchies horizontales, l'aristocratie de la brigade anticriminalité et le prolétariat du quart police-secours. Ça sont des choses qui, lorsque vous le ressentez tous les jours, eh bien à la fin ça pèse très lourdement sur sur la considération que vous vous portez à vous-même, et puis la hiérarchie verticale. Les commissaires de police aujourd'hui, pour des raisons d'économie, il y en a beaucoup moins qu'avant, sont des gens qui sont hauts fonctionnaires, hauts fonctionnaires, catégorie A+, qui dirigent des services immenses, qui ne sont plus du tout à même de comprendre le travail quotidien de leurs subordonnés. Donc effectivement, il y a un vrai malaise policier. Néanmoins, je ne serais pas étonné de voir que l'on quitte moins la police que l'on quitte l'éducation nationale, par exemple. Ouais. Parce que, en termes de rémunération par heure travaillée, les policiers sont beaucoup plus avantagés que ne le sont des professeurs d'histoire géo ou de français dans l'enseignement secondaire.
Pour terminer, je voudrais vous soumettre cette phrase d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Il dit « Peut-être que la délinquance n'augmente pas, mais la violence, oui, elle augmente. » Donc il y a ce sentiment que les chiffres peuvent dire que ça n'augmente pas, mais que la violence réelle sur le terrain, ce que disent d'ailleurs certains des gens qui ont été interviewés, elle augmente, en fait, et que ce n'est pas pris en compte par des experts comme vous, par exemple. Ah bah alors, enfin, je dis pas vous personnellement, mais par exemple, c'est pas pour vous, c'est que mais souvent il y a se dire, les sociologues nous disent des choses, et en fait la réalité n'est pas celle-là. Bah alors il aurait tort de dire ça, parce que c'est précisément les instruments sociologiques qui permettent de savoir si les gens sont victimes de violences en dehors des statistiques de police et de gendarmerie, parce qu'il est vrai que les statistiques de police et de gendarmerie mesurent une fraction de la délinquance, alors que les enquêtes de victimation, que nous menons par exemple au CESDIP depuis 3 décennies, permettent de voir, de prendre la mesure des atteintes subies par les personnes. Et ces enquêtes, elles montrent que la violence se maintient, ne baisse pas, n'augmente pas, mais elle se maintient à un palier haut. Il est vrai que la violence a constamment augmenté depuis le milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90 et qu'on peine à la faire baisser. Aussi parce qu'il y a des violences nouvelles qu'on n'enregistrait pas avant ou qu'on ne pensait même pas à qualifier de violence. Par exemple, tout ce qui relève de ce qu'on appelle dans les enquêtes, donc les violences sans contact, ou bien évidemment les violences à caractère sexuel, ou bien les violences dans le cadre familial. Parce que les policiers, quelles violences ils traitent principalement ? Ils traitent des violences les plus difficiles à voir, les plus difficiles à supporter, les violences sur enfants, les violences sur conjointes. Et ça pèse sur les âmes individuelles. Si vous voulez, quand un policier entre dans la police, on lui dit « tu seras un héros, tu vas poursuivre le délinquant et le terroriste ». Et puis en fait, très vite dans la police, il se rend compte que sur les scènes de suicide, il arrive en premier. Sur les maltraitances sur enfants, il arrive en premier. Sur les femmes désespérées, parce qu'il n'y a pas de solution, ils arrivent en premier. Et ça, bien plus que la violence dont ils peuvent être les victimes, ça pèse sur les policiers. Merci beaucoup, Fabien Jobard, chercheur au CNRS. Je rappelle votre livre paru en 2015, Sociologie de la police, aux éditions Armand Collin.